Bonsoir Solange Martin, vous êtes conseillère à la direction de la prospective et de la recherche de l'Agence de la transition écologique. Je voulais vous poser une question par rapport justement à cette transition énergétique, transition écologique aussi. Comment faire en sorte que les plus précaires, les plus défavorisés ne ressentent pas ça comme une injustice, que les pays, par exemple, en voie de développement ne ressentent pas ça comme une transition injuste parce que ça va les impacter de façon encore plus démesurée que les autres, hein. Alors, la première chose à rappeler, c'est qu'il n'y a pas plus injuste que de ne pas faire la transition. On sait que les impacts du changement climatique menacent la prospérité et le bien-être de tout le monde, mais vont proportionnellement beaucoup plus toucher les plus vulnérables, que ce soit chez nous ou ailleurs dans le monde. Donc déjà leur rappeler que la transition, c'est pas du tout quelque chose qui est contre eux, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire si on ne veut pas accroître de manière drastique la précarité, les inégalités euh, dans le long terme. En revanche, vous pointez quelque chose qui est tout à fait juste et problématique, qui est que la transition, ça implique notamment de donner un prix, d'internaliser les externalités, comme disent les économistes, c'est-à-dire que des choses qu'on ne payait pas, mais qu'on finit quand même par payer, soit parce que il y a des désastres et donc des destructions de biens de valeur, donc on finit par les payer quand même. Mais sur le coup, quand vous faites votre plein d'essence ou quand vous faites un barbecue avec du charbon de bois, vous ne payez pas les conséquences des émissions de CO2 de votre comportement d'acteur économique. Donc il faut intégrer tout ça et ça veut dire que les choses vont potentiellement coûter un peu plus cher, il faut revaloriser le carbone à hauteur de son coût social, c'est-à-dire de ce qu'il crée réellement. Et là, le paradoxe, c'est que non seulement les plus pauvres sont les moins émetteurs, qui vont en plus être les plus impactés par le changement climatique, mais qui sont aussi proportionnellement les plus impactés par les politiques de transition elles-mêmes. Donc c'est la triple peine. Pourquoi? Parce que si vous faites une taxe carbone, par exemple, ou que vous faites un mécanisme carbone aux frontières, ou que vous faites des normes d'émissions sur les véhicules, tout ça, ça valorise le carbone, ça fait de votre produit les plus chers. Et si les populations les plus aisées vont payer en valeur absolue plus que les moins aisés parce qu'ils consomment plus. En revanche, en proportion du budget, ce sera les populations les moins favorisées qui vont payer plus et surtout en concurrence avec comment dire, se nourrir, se soigner, avoir quelques loisirs, des biens et des services fondamentaux. Donc effectivement, là-dessus, on a un petit problème. Et en même temps, il faut aussi voir que à l'heure actuelle, les comportements ou les achats les moins vertueux, parce qu'il n'y a pas cette internalisation des externalités, sont moins chers que les achats vertueux. Typiquement, l'agriculture biologique coûte plus cher que l'agriculture non biologique, mais parce qu'on ne fait pas payer à cette dernière les coûts de santé par rapport à la pollution de l'air, des engrais, les coûts carbone des engrais aussi, qu'on ne fait pas payer également les coûts de la dépollution de l'eau derrière à cause des engrais, donc c'est aussi pour ça que ça coûte moins cher, mais du coup, on considère que la transition, c'est un truc de bobo et de riche, et c'est bien parce que le signal prix n'est pas au bon endroit. Donc voilà, il faut faire tout ça. En même temps, on demande, il y a quelque chose qui me semble un peu paradoxal, c'est que d'un côté, on demande à tout le monde de participer à l'effort, et je trouve ça bien parce que en participant à un effort, on est partie prenante et puis on devient quelque part un contributeur à cet effort, un militant de cet effort, de cette cause. Donc, on demande aux ménages de participer, mais est-ce que ce n'est pas disproportionné, Nel, par rapport aux efforts qui sont demandés, par exemple, aux entreprises ou à d'autres institutions de la société? Et comment faire en sorte, à la fois, que tout le monde fasse un effort, qu'il y ait une participation citoyenne, par exemple, à cet effort, hein, et à la prise de décision, ou à tout le processus, que toutes les parties prenantes soient partie prenante justement du processus, comment faire ça et en même temps ne pas faire peser sur les ménages un effort proportionnellement plus important que, par exemple, sur les entreprises.
Alors ça, on l'a bien vu pendant la crise des Gilets jaunes, et de fait, quand on regarde, les ménages payent plus cher leur carburant que le transport routier ou que l'aérien, par exemple. Donc là, effectivement, il y a une enquête, la plus vieille enquête sur les représentations sociales du changement climatique qui date de l'an 2000, qui est faite à l'ADEME, et dans laquelle il y a une question sur à quelles conditions vous accepteriez un changement de mode de vie radical. La première condition, c'est qu'il soit équitablement partagé par l'ensemble des membres de la société. Ça veut dire sur l'ensemble du spectre de l'échelle sociale, hein, donc du plus bas au plus haut, il faut que ce soit proportionnel et aussi jusqu'en haut, non pas parce que les très très riches ont un poids dans les émissions qui est important, en revanche, ils ont un poids sur la norme sociale et d'exemplarité qui est important. Donc il faut vraiment que tout le monde participe à hauteur de ses capacités, mais aussi que les différentes composantes d'une société, donc effectivement les entreprises, les administrations participent aussi. Donc le calcul de carbone 4 sur faire sa part, montrer qu'en gros, les leviers des individus, c'est 20%, si on est réaliste, et le reste, bah, c'est des leviers qui sont pour les entreprises dans les modes de production, dans la logistique, dans le type d'agriculture, et c'est ça sur lequel qu'il faut réussir à réguler et à décarboner. Donc on voit bien que si tout n'est pas fait ensemble, effectivement, ça risque de coincer. Alors après, vous avez axé votre question directement sur la transition socialement juste. Il y a deux autres dimensions à la transition juste. Il y a la dimension originelle, historique, mais qui est toujours d'actualité, notamment via le mécanisme européen de transition juste, qui est d'aider justement cette conversion des intérêts individuels très dépendants des fossiles, qu'il s'agisse des ménages, des villes, des territoires, donc aider à la décarbonation, aider aussi les emplois qui seraient détruits par la transition. Ils ne sont pas énormes, mais il y en a quand même. 250 000 du SGPE contre 400 000 créés. Donc c'est vrai, il y a un petit peu de casse et parfois dans des secteurs et dans des territoires où c'est très concentré, donc il faut traiter ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est les vulnérabilités, elles sont sociales, socio-démographiques, mais elles sont aussi en termes d'activité et de dépendance par rapport aux énergies fossiles. Et puis la dernière logique, c'est qu'il faut également que les politiques de transition de décarbonation et de transition qui prennent en compte les plus vulnérables et qui ne laissent personne sur le bord de la route, soient décidées le plus démocratiquement possible avec l'ensemble des parties prenantes. La transition juste, c'est un terme qui est né dans le syndicalisme. Donc le dialogue social, c'est important, mais ça ne suffit pas non plus. Il faut, et les gens attendent ça, la deuxième condition d'acceptation des changements de mode de vie radicaux, c'est qu'ils soient décidés démocratiquement. Et donc, il faut que les citoyens aient la possibilité de s'exprimer. J'ai eu l'honneur et le plaisir de participer à la Convention citoyenne pour le climat en tant qu'expert membre de groupe d'appui. Et je crois que, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette convention, mais ce qui est sûr, c'est que quand on explique aux gens et qu'on leur donne un mandat, qui est bah, de réduire les émissions, ils sont tout à fait capables d'avoir des propositions intéressantes et de discuter et de débattre de façon tout à fait apaisée et constructive. Donc c'est quelque chose, et aucun n'a remis en cause la nécessité de faire la transition. Il faut dire qu'ils avaient eu Valérie Masson-Delmotte et donc, sur les impacts. Et quand on dit les Français n'en veulent pas, la transition, c'est juste parce qu'ils n'en veulent pas si on ne met pas en face les impacts du changement climatique. Si on met les impacts, c'est un peu différent. Donc récemment, j'ai entendu, mais on dit, voilà, Jean-Marc Jancovici a dit qu'il ne fallait pas prendre l'avion plus de 4 fois par an, mais vous imaginez le Français qui entend ça et qui se prépare à aller en Thaïlande, bah, ça l'embarque pas. Non, mais si c'est pour aller en Thaïlande où il y a un typhon, où il y a une vague de chaleur à 50 degrés, ça va pas être terrible non plus. Donc il y a un moment, il faut toujours mettre les impacts futurs du changement climatique. On voit déjà ce que c'est à l'heure actuelle. Voilà, je mets les cassandres, mais ce sera pire demain. On le sait. Après, la question, c'est de savoir si ça sera terriblement pire
ou un peu plus pire. Mais voilà, et chaque incrément de réchauffement évité, c'est quand même beaucoup d'ennuis évités. Donc à chaque fois, mettre au regard les efforts Des conséquences et des des impacts. conséquences. Alors, on a toujours l'habitude de faire des efforts pour avoir un truc en plus. Là, il faut faire des efforts pour avoir des enquiquinements en moins. C'est peut-être moins porteur, mais c'est quand même la réalité dans laquelle Merci beaucoup.